Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la bataille de Koursk, qui oppose du 5 juillet au 23 août 1943 les forces allemandes aux forces soviétiques dans le sud-ouest de la Russie. Pour recontextualiser un petit peu les faits, car j'aime toujours le faire à chaque début de vidéo, ce qui permet de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là, il convient de dire que la bataille prend place lors du recul allemand du territoire soviétique. Si vous n'avez d'ailleurs toujours pas vu la vidéo sur Stalingrad disponible sur la chaîne, vous pouvez aller la voir puisqu'elle est en lien direct avec cette bataille. Je vous mets d'ailleurs le lien en haut à droite, comme ça si vous souhaitez aller la voir avant de regarder cette vidéo, vous pouvez. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a des liens ? Eh bien c'est très simple. Hitler, ayant une ambition démesurée, a voulu envahir la Russie pour de nombreuses raisons. Pendant plusieurs mois, les Allemands vont conquérir le territoire russe sans avoir une grande opposition face à eux. Sauf qu'en 1942, les Allemands sont freinés dans leur avancée. Ils se retrouvent bloqués au siège de Leningrad et se retrouvent aussi bloqués à Moscou. La seule solution alors pour eux est de forcer vers le sud-est en attaquant Stalingrad, qui est la troisième plus grande ville de Russie, une des plus importantes avec Moscou et Leningrad, et aussi qui est un symbole pour l'URSS puisque elle porte le nom de Staline. Comme vous le savez, à l'arrivée des Allemands à Stalingrad démarre une bataille qui leur sera entre guillemets fatale puisque c'est une des plus grandes défaites du Reich à ce moment-là. Ils perdent la 6ème armée, ils perdent des généraux importants aussi. Bref, après cette bataille qui a vu les soviétiques l'emporter, les Allemands vont commencer à reculer. Et c'est là qu'intervient notre chère bataille de Koursk. Sur la petite carte que vous voyez devant vos yeux, on voit où se situe Koursk et on voit aussi où se situe Stalingrad. Dites-vous que la bataille de Stalingrad s'est terminée le 2 février 1943 et que la bataille de Koursk démarre le 5 juillet 1943, à peine 6 mois plus tard. On peut donc voir très clairement le recul allemand qui est très net et très important en à peine 6 mois. Cependant, malgré le recul allemand, Hitler n'a pas dit son dernier mot. Il a encore de nombreuses unités et de nombreux soldats prêts à se jeter dans une bataille afin de reprendre du territoire sur les Russes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire à Koursk. Pour ceux qui connaissent un petit peu la bataille de Koursk, vous savez qu'il s'agit de la plus grande bataille de chars de l'histoire. La bataille prend place sur 23 000 km² et il y a environ 900 000 Allemands qui composent les rangs de l'armée du Reich. Tout ça pour 2700 chars. Je passe aussi le fait que les Allemands ont aussi 2000 avions et plus de 10 000 mortiers et canons. On peut penser que c'est beaucoup en voyant ça, mais du côté des Russes, c'est encore pire. Ils ont environ 1,3 million d'hommes, 3300 chars, le double en canons et mortiers, et environ 3500 avions. Bien évidemment, tout cela reste éphémère puisqu'on ne sait pas exactement combien de canons, d'avions, de chars ont été envoyés dans la bataille, mais dans les forces en présence, on a un petit peu une représentativité avec les chiffres que j'ai pu donner ici. En plus de cela, ce qui rajoute un petit peu de piment à cette bataille, c'est que les commandants sont des grands commandants dans les deux camps. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Georgy Yukov qui a gagné la bataille de Stalingrad, et encore de l'autre côté Erich von Manstein qui est un des grands commandants allemands et très connu. Après je ne vais pas citer tous les autres commandants, mais c'est vraiment des forces en présence et une bataille qui s'annonce très importante pour l'avenir de la guerre. Et ce fut d'ailleurs le cas, c'est pour ça que je vais vous réafficher une petite carte et je vais essayer de décrypter un petit peu la bataille et de vous expliquer comment la bataille s'est déroulée. D'abord, le commandement allemand est conscient de la défaite qui s'approche. Ils savent qu'ils ont perdu à Moscou, ils savent qu'ils ont perdu à Stalingrad, ils savent que la guerre sur le front de l'Est est un désastre. Du côté des soviétiques, la confiance est totalement revenue. Avec l'appel au patriotisme et le début de la grande guerre patriotique et l'industrie qui tourne à plein régime, l'URSS se révèle donc être un rouleau compresseur qui écrase dorénavant tous ses adversaires. Le but de l'Allemagne maintenant est donc de gagner du temps, en espérant que soit sur le front de l'Est ou soit sur le front de l'Ouest, ils puissent trouver un compromis avec leurs ennemis. Et pour gagner du temps, il convient de stabiliser le front de l'Est, sinon la défaite se profilera bien plus tôt que prévu. Et comme nous le voyons sur la carte, le territoire de Koursk forme une sorte de poche. Et l'objectif principal des Allemands sera de refermer cette même poche. Comme ça, si l'offensive allemande réussit, ils pourront réduire la longueur de la ligne de front et dégager des réserves militaires. En plus de cela, ils pourront faire la jonction avec le groupe d'armées centre et sud. Et cela prouverait l'invincibilité de la Wehrmacht durant des conditions climatiques favorables. En conclusion donc, si les Allemands réussissent à gagner cette bataille, cela se révélera comme un énorme coup réalisé sur le front de l'Est. Dès à présent, les soviétiques se retrouvent donc en danger puisque 1/5 de leur armée sont sous la menace d'un encerclement. L'Allemagne souhaite dégager son centre pour que les soviétiques dans la région du Donetsk puissent s'enfoncer un peu plus dans le piège de l'encerclement. Ils ne misent d'ailleurs pas sur l'effet de surprise puisqu'ils veulent que les soviétiques attaquent leur centre pour pouvoir lancer une contre-offensive sur les côtés afin de les encercler. D'ailleurs, les soviétiques hésitent sur la tactique à adopter. Ils hésitent à attaquer avant d'être attaqués, car ils craignent la force de frappe des Allemands. C'est pour cela que l'autre solution est de défendre, en laissant venir les Allemands et en renforçant leur position. Et c'est donc vers le début de juillet 1943 que les Allemands ont fini de rassembler leurs troupes sur le flanc droit et sur le flanc gauche. Leur armée est à présent renforcée par des Panzer-divisions de chars Panthère et de chars Tigre, les chars les plus puissants de l'armée allemande. C'est le 5 juillet 1943 que la bataille démarre réellement. Les Allemands ont pour objectif de prendre Ponyri au nord et Prokhorovka au sud. Seulement, les soviétiques n'ont pas opté pour l'offensive mais plutôt pour la défensive. Ils ont installé dans les sols des milliers et des milliers de mines sur le passage des Allemands visant à les freiner.
Et c'est pour ça que dès les premiers jours de l'offensive, que ce soit au nord ou au sud, les Allemands se retrouvent tout de suite enlisés. À peine une dizaine de jours après les débuts de l'offensive, les Allemands commencent à se rendre compte que leur attaque va se révéler être un véritable échec. Hitler arrête l'opération Citadelle le 13 juillet, opération Citadelle qui était le nom de l'opération allemande. Non seulement les Allemands n'ont pas réussi à encercler les Soviétiques, mais en plus les Soviétiques lancent une contre-offensive au nord et au sud, un petit peu au-dessus des lignes allemandes qui avaient été dégarnies justement pour subvenir aux besoins de l'assaut. L'Allemagne subit donc une terrible défaite malgré sa supériorité sur le papier. Les Soviétiques auront perdu beaucoup plus d'appareils et de soldats que les Allemands. Du 5 au 23 juillet, les pertes aériennes pour les Allemands sont de 250 appareils et 1200 pour les Soviétiques. Le rapport entre les hommes qui sont tombés au combat est aussi énorme, on estime que pour un Allemand mort, il y a eu 6 Soviétiques qui ont perdu la vie. La quantité a donc été supérieure à la qualité et les Allemands sont à présent obligés de reculer de centaines de kilomètres pour reformer leurs lignes. C'est à partir de ce moment-là que l'Allemagne passe sur une stratégie défensive sur le front de l'Est, et ça jusqu'à la fin de la guerre. C'est ici que s'arrête cette vidéo sur la bataille de Koursk, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur une bataille et j'avais envie de revenir sur une bataille assez marquante de l'histoire. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de bien synthétiser les éléments parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette bataille. Il y a eu énormément de détails, il y a énormément de détails à expliquer, mais bon, faut synthétiser pour bien comprendre. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à le signifier dans les commentaires que vous avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.